Ce module d'hygiène hospitalière est destiné aux futurs ingénieurs de techniques sanitaires en hygiène assainissement. Le premier chapitre est donc le cours sur les infections associées aux soins et l'infection nosocomiale. C'est quoi donc l'infection associée aux soins? Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours à la suite d'une prise en charge diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative d'un patient si elle était ni prise en incubation au lieu de la prise en charge. L'infection nosocomiale est une infection associée aux soins contractée en établissement de santé à la suite d'une hospitalisation complète ou ambulatoire de 48 heures. Pour l'infection du site opératoire considérée comme nosocomiale, les infections survenues dans les 30 jours suivant l'intervention ou s'il y a mise en place d'une prothèse d'un implant dans l'année qui suit l'intervention. Ces maladies concernent les malades, les visiteurs et le personnel du fait de leur activité. Ce schéma illustre bien les définitions. La partie donc en bleu ciel indique la phase communautaire et la partie en rose indique là où ça pourrait être nosocomial ou non. Vous pouvez donc vous inspirer de ça pour mieux comprendre l'infection nosocomiale. Les principales infections nosocomiales sont déterminées donc par ce schéma à travers les infections urinaires, les infections bronchopulmonaires, les infections liées au cathéter, les infections de parties molles de la peau. Quelles sont les circonstances favorisantes de l'infection nosocomiale? Il s'agit donc de l'architecture mal adaptée, les circuits non conformes, l'entassement, la promiscuité, l'encombrement des services, le manque d'isolement, le mauvais usage des produits, les gestes de soins non rigoureux, le mauvais organisation du travail, l'entretien et la définition de locaux non respectés, le non-respect des protocoles et des procédures, le manque d'hygiène corporelle des patients et du personnel, la désinfection suffisante des mains, la mauvaise gestion des déchets sanitaires, la contamination de l'environnement, l'air, l'eau, la surface, la pression thérapeutique. Les sujets réceptifs peuvent se retrouver parmi nous les malades immunodéprimés pathologiques, les malades au traitement cutané lésé, les diabétiques, les infections respiratoires, les personnes âgées qui cumulent plusieurs pathologies, les nouveau-nés, surtout les prématurés, dont le système immunitaire est immature et femme enceinte. Les germes peuvent se compter parmi donc les bactéries, les champignons, les virus, les parasites et les prions. Le schéma ci-après représente un peu les différents types de germes avec l'habitat préférentiel, le mode de contamination et les maladies qui peuvent donner. Voilà, donc vous suivez, donc c'est sous forme de tableau à titre illustratif. Quelles sont donc les conséquences de l'infection nosocomiale? Il s'agit donc de l'augmentation de la mortalité et de la morbidité, l'allongement de la durée de séjour du patient, le coût additif du traitement, les conséquences sociales, c'est-à-dire la perte du boulot, l'invalidité, le handicap et la perte de l'image de marque de l'établissement. Le deuxième chapitre concerne les produits de nettoyage d'hygiène. Et donc, ces produits-là sont utilisés en attendant des soins et participent à la prévention et à la lutte contre les infections nosocomiales. Ils interviennent à deux niveaux: l'hygiène des soins dispensés aux patients, l'hygiène de l'environnement du patient. On distingue donc les produits destinés aux soins du patient, les savons et les antiseptiques, les produits liés aux locaux, à l'environnement et à l'équipement. Ce sont donc les détergents, les désinfectants, les désinfectants. Cependant, quel que soit l'acte, il faut toujours nettoyer avant de pratiquer l'antisepsie ou la désinfection. C'est quoi les détergents? Les détergents, les savons et les détergents sont des tensioactifs qui provoquent le décollement des souillures de leur support ainsi que leur mise en suspension dans la solution de lavage.
elles ont une action non elles ont une action qui n'est pas désinfectante. Et les savons et les détergents sont indiqués pour leur pouvoir nettoyant. Ce tableau indique la classification des différents types de détergents. Donc vous suivez, il y en a qui sont fortement acides, faiblement acides, neutres. Et les neutres, ce sont donc les détergents neutres à travers les savons. Il y en a qui sont faiblement alcalins, d'autres sont fortement alcalins. Et donc, il faut dire que les savons sont des détergents à pH neutre ou faiblement acides qui contiennent des tensions actifs. Et quels sont les critères de choix des détergents? Ce sont donc l'efficacité, la stabilité à la chaleur, au froid et à l'air, à la lumière. Il faut qu'il soit inoffensif pour les utilisateurs et être biodégradable à 90%. Ne pas être agressif vis-à-vis du revêtement cutané et du matériel, se diluer facilement. S'il doit être dilué, être adapté à la qualité de l'eau. Se rincer facilement, avoir un bon rapport qualité-prix. Ne pas laisser de traces de séchage, avoir un bon conditionnement. Le deuxième type de produits sont les antiseptiques et les désinfectants. Les définitions ci-après sont donc à lire: l'antisepsie, l'antiseptique, le désinfectant, la désinfection. Les critères de choix des antiseptiques et des désinfectants peuvent être donc l'aspect d'activité qui doit être en corrélation avec les outils fixés, c'est-à-dire bactéricides, fongicides, viricides et ou sporicides, tuberculicides, mycobactéricides. Avoir une toxicité minimale, être biodégradable, ne pas être agressif vis-à-vis du revêtement cutané et du matériel, être compatible avec le produit nettoyant utilisé pour le nettoyage préalable, avoir un conditionnement adapté aux besoins de l'utilisateur, avoir un bon rapport qualité-prix, résister aux contaminations extérieures, ne pas laisser de traces au séchage. Quelles sont les précautions d'usage des antiseptiques et des désinfectants? Il faut donc pouvoir limiter le nombre de produits utilisés dans le même établissement, respecter l'indication, respecter le dosage. Il faut savoir donc que le sous-dosage est inefficace et le sous-dosage peut détériorer les tissus vivants et les surfaces. Il doit être utilisé sur la peau ou sur une surface toujours propre. Renouveler la solution de l'huile toutes les 24 heures ou selon l'indication du fabricant. Respecter le temps de contact, température de l'eau sur dilution. Respecter les dates de péremption, dater à l'ouverture. Étiqueter, dater et fermer le flacon. Utiliser des emballages d'origine. Assurer une bonne rotation des stocks pour éviter les périmés. Stocker les produits à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité. Nettoyer les flacons entre deux utilisations. Ne pas mélanger ou employer successivement deux produits différents parce qu'il peut y avoir des risques de réactions chimiques dangereuses, risques d'inattribution et d'incompatibilité. Ce schéma vous donne un peu un récapitulatif de la désinfection et de nettoyage. Et donc ici vous voyez que désinfecter c'est tuer les microbes, pendant que nettoyer c'est enlever les salissures. Donc quand vous referez à ce schéma, vous voyez un peu la mise en œuvre de ces différents principes. Voilà. Le javel et ses usages. Le javel est un désinfectant à tout degré. Il est détachant, il est désodorisant, blanchissant mais efficace quand il est dilué. Le javel est utilisé comme antiseptique au degré inférieur à 5 degrés. Ne pas mélanger au détergent et à l'acide. Conservé dans un emballage opaque. Il a 3 noms.
On peut l'appeler extrait au concentré de Javel quand sa concentration est de 48-36 degrés colorimétriques. Eau de Javel quand c'est 12 degrés, 8 degrés. Et eau javelisée quand sa concentration est inférieure à 8 degrés. En définitive, il y a une correspondance entre le degré colorimétrique et le pourcentage de chlore actif. Ainsi donc, 1 degré colorimétrique correspond à 0,25% de chlore actif. Pour la dilution du javel, nous avons donc deux méthodes. La méthode 1, qui est donc la méthode de la conservation de la matière, qui consiste donc à indiquer que le nombre de moles initial est le nombre de final, en tenant compte de la concentration initiale, la concentration finale du volume initial, du volume final et du volume d'eau. Il faut retenir donc que CIVI est égal à CFVF avec VF est égal à VI plus VE. Et l'exemple ci après nous donne un peu des exemples de calcul. Voilà, toujours l'exemple là. C'est un exemple pratique. Vous pouvez donc vous exercer en faisant ces exercices. La méthode 2, c'est la méthode de dilution pratique. Et là, à ce moment-là, il faudrait donc connaître la concentration initiale et savoir aussi où on va en cherchant, en déterminant la concentration finale. Et donc, on vous dit pour X, pour obtenir eau javelisée à X degrés colorimétriques, de concentration CF est égal à la concentration finale. On fait donc N est égal à CICF. Le N constitue la quantité totale de produit final. Et la formule de dilution consiste à prendre un volume de javel à Y plus N moins un volume d'eau. Sur le tableau, la figure ici après nous indique un peu l'exemple de dilution du chlore. Donc vous voyez que la formule de dilution là-bas met en exergue cette figure-là qui a été déterminée par action contre la faim l'Union européenne et puis le ministère de la Santé dans son temps. Donc pour une dilution efficace de l'eau javel, il faut bien la diluer. Comment conserver le javel? Donc voilà, le tableau nous indique un peu que pour l'extrait de javel, le berlingot, le temps de conservation c'est dans les 3 mois qui suivent la date de fabrication. L'eau de javel, quand c'est prêt à l'emploi, on a 1 an. Et quand on dilue le berlingot, on a 1 mois de conservation. Mais pour l'eau javelisée, nous avons maximum 1 jour. Sinon, on l'utilise immédiatement. Dilution, comment dilue-t-on l'alcool? Et ça, c'est un schéma qui se trouve sur le net. Si vous tapez dans la table de moyenne de l'alcool, ça vous donne ce schéma tel que vous voyez. Et donc, si nous avons un tableau, nous avons par exemple l'alcool 95 degrés, que nous voulons obtenir l'alcool 60 degrés, il faut donc savoir que le calcul qui a été fait par les chimistes nous indique que la concentration initiale, quelle que soit la concentration, le volume initial, quelle que soit la concentration initiale de l'alcool, est de 100 ml. Ainsi donc, si j'ai mon alcool 95 degrés, si j'ai 100 ml d'alcool 95 degrés, je voudrais obtenir l'alcool 60 degrés. Je me mets au niveau du 95, je fais un trait vertical jusqu'en bas. Et je me mets au niveau du 60, je fais un trait horizontal. Là où les deux traits se touchent, c'est donc le 63. Donc ça constitue donc la quantité d'eau que je dois ajouter à 100 ml d'alcool 95 degrés pour avoir au total 100 plus 63 ml. Ça fait donc 163 ml d'alcool 60 degrés. Comment comprendre donc une fiche technique? Il faut savoir donc que la fiche technique, c'est donc la carte d'identité du produit. Et l'utilisation efficace du produit requiert la compréhension de chaque information sur la fiche, à savoir le nom du produit, les références d'indication, mode d'utilisation, les sphères d'activité, la contre-indication, les précautions particulières. L'hygiène des mains aussi, un chapitre qui concerne notre cours.
Et en définitive, il faut comprendre qu'il y a globalement deux techniques d'hygiène des mains, la technique de lavage et la technique de friction. Et dans la technique de lavage, il y a donc 3 protocoles de lavage des mains, c'est-à-dire le lavage simple, le lavage hygiénique et le lavage chirurgical. Mais dans la technique de friction, il y a 2 protocoles, à savoir donc la friction hygiénique et la friction chirurgicale. Et donc, ce tableau indique un peu les buts, les indications, et les produits utilisés et les techniques. Donc, jetez un coup d'œil, vous voyez que dans la technique de lavage simple des mains, on a entre 30 et 60 secondes de temps indiqué, c'est 30 et 60 secondes. Et donc, tout comme le lavage hygiénique, nous avons aussi la technique qui est là d'indication. Et on a un maximum de technique, la même chose que le lavage simple des mains, et se fait entre 30 et 60 secondes. Mais seulement, c'est le but, l'indication et les produits qui diffèrent du lavage simple des mains. L'entretien des locaux, qui est aussi un autre chapitre. Et dans l'entretien des locaux, on parle de principes généraux. Et les principes généraux de l'entretien des locaux sont les suivants. Porter donc une tenue vestimentaire propre et adaptée. Pratiquer une hygiène des mains. Respecter les précautions d'emploi de produits. Respecter notre logique dans le domaine de presse, c'est-à-dire on commence par les locaux les moins contaminés, aller du propre vers le sale et de haut en bas. Toujours nettoyer avant de désinfecter, vérifier que le matériel soit en bon état de fonctionnement et en conformité avec les règles de sécurité. Et le matériel doit être nettoyé et désinfecté après leur utilisation. Et donc, les locaux donc, l'hôpital sont classés en 4 zones de risque. La zone 1, la zone 2, la zone 3 et la zone 4. Et donc, dans la zone 1, là-bas, le risque est minime, la zone 2, risque moyen, la zone 3, risque sévère, la zone 4, très haut risque. Et donc, en fonction de chaque zone, pour la zone 1, on fait un nettoyage quotidien. La zone 2, on fait un nettoyage des infections quotidien. La zone 3, un nettoyage des infections pluriquotidien. Et l'exemple, c'est la salle d'accouchement où, avant donc qu'une femme accouche, on nettoie. Dès qu'elle finit, on renettoie avant d'envoyer une dame. Et la dernière zone, c'est la zone 4 où là-bas on fait un nettoyage des infections pluriquotidien et la désinfection terminale. Et donc les lieux indiqués, c'est donc le bloc opératoire, le service de brûlé, le service de greffe. Et donc voilà les exemples de zones. Voilà, les exemples sont dans le tableau. Les techniques de la technique de dépoussiérage sont indiquées par l'élément ci-après. Il s'agit donc de l'essuyage humide de surface, le balayage humide des sols, le nettoyage par aspiration. Ce sont nos techniques de dépoussiérage. Et il y a la technique de lavage des sols, à savoir le lavage manuel des sols, qui consiste en une action chimique et mécanique à travers un balai pour éliminer les salissures. Et donc le préalable à cette technique, c'est donc le dépoussiérage humide. Voilà.
Il y a aussi le lavage mécanisé et le dernier, c'est dans le traitement des sols. Ce sont dans les techniques de lavage des sols. Voilà. La procédure générale d'entretien des locaux consiste donc en un balayage ou essuyage humide, en une application d'un détergent au rinçage et l'application d'un désinfectant au rinçage si nécessaire. Ça, c'est quand on a deux produits différents, quand on a un détergent et un désinfectant. Mais quand le produit est combiné, en ce moment, on fait un balayage ou essuyage humide, on fait l'application d'un détergent désinfectant et on reste. Le matériel, les dispositifs médicaux réutilisables qui regroupent le matériel très différent destiné à des utilisations variées. Ça va la prévention, le dépistage, le diagnostic. Ces traitements devront être traités effectivement après avoir évalué le niveau de risque. Et donc là, ce tableau nous donne classe un peu chaque matériel et traitement requis. Et donc, quand le matériel doit être introduit dans le système vasculaire ou dans une cavité stérile, et donc, comme l'exemple des instruments chirurgicaux, le matériel est dit à haut risque et dit critique. Et on fait donc une stérilisation ou à défaut, on fait des zones de haut niveau quand le matériel ne résiste pas à la chaleur. L'objectif ici, c'est de faire en sorte que tout ce qui est microbe soit détruit sur le matériel. Voilà. Et quand le matériel va en contact avec une muqueuse, on dit que le matériel est un matériel à risque médian ou semi-critique. Et donc, on lui fait une stérilisation à défaut de niveau intermédiaire. Voilà, le tableau-ci, après, nous donne un peu d'indications. Et quand le matériel va en contact avec la peau saine du patient ou sans contact avec le patient, le matériel, on dit que le niveau de risque bas et le classement, c'est non critique. Et donc, on fait donc des infections de bas niveau. On cherche simplement à détruire les microbes sur ce matériel, c'est suffisant. Les bactéries sur ce matériel, c'est suffisant. Alors, voilà donc les différentes étapes du traitement des DMR. Quand le matériel est récupéré, on fait un pré-traitement, on nettoie, on rince. Et donc, le schéma ci après nous donne un peu le cycle. Quand le matériel est thermosensible, c'est-à-dire quand il ne résiste pas à la chaleur, désinfection, rinçage, stockage, traçabilité, stockage. Nouvelle désinfection si le temps de stockage excède 12 heures. Et quand le matériel résiste à la chaleur, on fait un séchage, on conditionne, on va à la stérilisation, on fait la traçabilité en stock. En définitive, il faut retenir qu'on désinfecte bien, on stérilise bien que ce qui est propre et sec. Donc, pour tout travail, tout traitement de dispositifs, il faut bien entendu se protéger puisque le personnel est exposé à des risques infectieux et chimiques. Sauf cela, il faudrait donc porter des équipements de protection individuelle à travers les gants, les lunettes, les masques, les vaccinations. Et il faut être informé spécifiquement aux procédures risques et contrôler donc l'air dans le local de traitement. Les déchets à l'hôpital, on les appelle les déchets sanitaires. Et la gestion des déchets est un processus qui inclut donc le tri et la production, la collecte, le stockage temporaire, le transport, le stockage central et la destruction des déchets. Il existe globalement 3 catégories de déchets en Côte d'Ivoire. Catégorie 1, déchets ménagers assimilés. Catégorie 2, déchets médicaux infectieux. Catégorie 3, déchets médicaux non infectieux.
Le tableau ci-après nous donne un peu les différents types de déchets, les différentes catégories. Le schéma ci-après nous retrace le cycle de gestion des déchets. Donc, quand le déchet sanitaire qui se subdivise en 3, les déchets ménagers assimilés sont recueillis dans la poubelle noire et vont suivre la filière des ordures ménagères. Les déchets anatomiques, qui sont des déchets médico-infectieux, sont recueillis dans les sachets poubelles jaunes ou noirs ou rouges et vont à l'incinération ou à la banalisation. Les déchets piquants sont recueillis dans les boîtes de sécurité et vont à l'incinération. Les autres déchets, tels que les autres déchets infectieux, se recueillent dans les sachets poubelles jaunes ou rouges et vont à l'incinération. Les déchets liquides vont à la station d'épuration après un traitement ou dans les fosses septiques. Après le traitement, vont dans le circuit, la filière des eaux usées. Pendant que les déchets médicaux non infectieux, qui se subdivisent en déchets chimiques et en déchets pharmaceutiques, sont recueillis dans les bocaux spéciaux et normalement, celui qui les a envoyés vient les chercher, c'est-à-dire retour fournisseur. Comment traiter les déchets? Toute prise en charge de l'élimination des déchets sanitaires par un prestataire de services doit faire l'objet d'une convention. Ainsi, quand les déchets médico-infectieux produits dans une structure ont une quantité supérieure à 5 kg par semaine, on a un délai de 72 heures pour les traiter. Quand la quantité est entre 5 et 5 kg, ce traitement doit se faire dans les 7 jours. Et si elle est inférieure à 5 kg, le délai est de 3 mois. Ça, c'est selon l'OMS. L'OMS détermine ce délai-là. Et un mode de transport écrit est établi qui permet une traçabilité des déchets du producteur jusqu'à la source, jusqu'à l'élimination. Comment isoler les malades infectés ou fragiles? Isoler les malades consiste à mettre des barrières sur les voies de transmission des microbes responsables de l'infection. C'est une mesure de sécurité vis-à-vis du personnel, des malades, des visiteurs. Il existe donc deux types d'isolement, c'est-à-dire l'isolement septique et l'isolement protecteur. L'isolement septique est une mesure de la diffusion d'agents infectieux à partir d'un patient ou sinon immédiat. Si globalement le patient est naturellement contagieux. Et donc, si le patient est porteur d'un agent infectieux multirésistant. Les méthodes consistent donc en isolement géographique, en mettant le malade en chambre individuelle ou en le regroupant par patients porteurs du même médicament, en limitant leur déplacement. L'isolement technique consiste donc à renforcer l'hygiène des mains et le port de tenues de protection, à renforcer les précautions lors de la gestion du linge, des déchets excrétants et matériels contaminés. Il y a des précautions particulières relativement à l'isolement septique. Et ce sont des compléments des précautions standards et portent sur la transmission aérienne. Et donc, il s'agira donc de précautions air quand on parle de rougeole, varicelle, zona, tuberculose pulmonaire. Quand ça poursuit la transmission par sécrétion oro-trachéobronchique, il s'agit de la précaution gouttelette et les indications sont donc le rayon, le rubéole, la méningite, la grippe, la coqueluche, la diphtérie. Et quand la transmission se fait par contact, pas de précaution contact, varicelle, clostridium difficile, voilà. Ces mesures, des mesures de précaution particulières. Et donc, ce schéma illustre bien ce que nous avons dit tantôt. L'isolement protecteur, c'est une mesure pour éviter la transmission d'agents potentiellement infectieux à l'environnement du patient personnel à des patients immunodéprimés. La méthode consiste donc à mettre le patient en chambre individuelle obligatoirement, contrairement
isolement septique où on peut le mettre par malade qui porte le même microbe. Et la technique consiste donc à renforcer l'hygiène des mains et les ports de tenue de protection. Les indications de maladie donc sont donc les prématurés, les cas de grève et d'organes. Là aussi, ce tableau récapitulatif donne un peu l'indication des mesures réelles qui nous permettent de mettre en œuvre l'isolement protecteur. La surveillance des infections nosocomiales. Donc, c'est un processus de compilation et d'analyse des données ainsi que de leur diffusion à l'ensemble de ceux qui ont besoin d'être informés. Elle a donc pour objectif de décrire un problème de santé et mieux comprendre, de définir des priorités d'action, de déterminer des objectifs quantitatifs de prévention, de lutte ou d'éradication. Elle est généralement prise en charge par un médecin ou un pharmacien formé en épidémiologie ou un ingénieur de technique ou un ingénieur de service de santé. Il y a donc deux méthodes possibles de travail pour la surveillance. Il s'agit donc de l'incidence et de la prévalence. Donc l'incidence dénomme tous les nouveaux cas, pendant que la prévalence dénombre tous les cas existants. Et il y a donc une relation entre l'incidence et la prévalence. Et donc la prévalence dépend de deux facteurs, l'incidence et la durée de la maladie. La prévalence peut être le résultat non seulement d'une diminution de l'incidence, mais également du raccourcissement de la durée de la maladie à cause d'une guérison plus rapide ou d'un décès prématuré. Si la durée de la maladie est suffisamment réduite, la prévalence peut diminuer malgré une augmentation concomitante de l'incidence. Donc la prévalence peut être le produit de l'incidence par la durée de la maladie dans certains cas. Et donc, toujours faut donc savoir que pour être interprétable, les données épidémiologiques concernant la fréquence des infections nosocomiales doivent être exprimées sous forme de taux ou proportion ou de pourcentage, proportion multipliée par 100 pour la ramener à 100 personnes, c'est-à-dire en ramenant le nombre de cas observés dans une population affectée de celle-ci. Et donc, la proportion, la prévalence instantanée ou taux de prévalence, c'est une proportion calculée en rapportant le nombre de patients infectés ou d'infections un jour donné au nombre de patients présents le même jour. Et donc, la formule les formules ci après nous donnent la méthode de calcul. Donc, vous pouvez vous exercer. Le taux d'incidence ou densité d'incidence est calculé en rapportant le nombre de nouveaux cas d'infection survenant durant une période donnée au total de durée de temps d'exposition au risque des patients pendant cette même période. La durée du temps d'exposition au risque pour un patient s'évalue selon le cas jusqu'à la sortie ou la fin de l'exposition au risque s'il s'agit d'infections spécifiques, le décès ou la fin de la période d'observation. L'unité de temps choisie peut être le jour, la semaine ou le mois. Là aussi, le taux d'incidence ou d'incidence, la formule ci après nous donne le mode de calcul. Voilà. Et le taux d'incidence d'infection urinaire pour 100 jours de malade, ça c'est l'unité. Taux d'incidence des infections urinaires pour 100 jours de sondage. Taux d'attaque ou l'incidence cumulée. C'est une proportion mesurant un risque, c'est-à-dire c'est le nombre de nouvelles infections survenues chez le patient admis durant une période déterminée rapporté au nombre de ces patients admis durant la même période. Donc, le mode de calcul aussi est indiqué comme ci-après. Taux d'attaque des infections est un nombre de nouveaux cas d'infection chez le patient admis une période donnée sur le nombre de
patients exposés durant la même période multiplié par 100. Et il est exprimé le taux d'attaque des maladies nosocomiales pour 100 patients hospitalisés. Le taux d'attaque, toujours, voilà, c'est notre formule. Mais il y a aussi le ratio d'infection, qui est une estimation simplifiée du taux d'attaque. Il se calcule en rapportant le nouveau cas d'infection durant le mois au nombre d'entrées durant la même période. Le taux d'attaque des infections du site opératoire pour 100 opérés. Et donc, ces indications donnent un peu la fin récapitulative du cours. Je voudrais donc vous dire merci. Et ce cours, une grande partie concerne les ingénieurs des techniques sanitaires en hygiène et assainissement et les auxiliaires des techniques sanitaires en hygiène et assainissement peuvent s'en servir aussi, pendant que les indigènes spécialisés peuvent y trouver leur compte. Je vous remercie.